Et au sommaire de cette nouvelle, une information qui ne vous aura pas échappé. La libération conditionnelle de Dany Le Prince est acceptée. Oui, ce matin, la décision a été prise par le tribunal d'application des peines de Melun. Dany Le Prince pourra sortir de prison à partir du 19 octobre. Réaction de sa femme et puis réaction dans la commune de Thorigné dans ce journal. Et puis avec nous en plateau, Christine Fournier, présidente de l'association pour la vérité rendue aux victimes du massacre de Thorigné-sur-Dué. Vous nous donnerez votre avis et puis comment l'association apprend cette nouvelle de la libération de Dany Le Prince. Dans ce journal aussi, les meilleurs jeunes pâtissiers des Pays de la Loire sont des Sartois. Rencontre avec la jeune élite des apprentis. Et puis 25e heure, portrait d'un auteur de science-fiction manceau, Gilles Bizien. La nouvelle est tombée ce matin, la libération conditionnelle de Dany Le Prince est acceptée. Et oui, après 18 années passées derrière les barreaux, Dany Le Prince, condamné à perpétuité pour le quadruple meurtre de Thorigné-sur-Dué, sortira de prison sans doute à partir du 19 octobre. Une remise en liberté assortie de conditions. Dany Le Prince devra porter notamment un bracelet électronique pendant 1 an. Il vivra dans le sud de la France auprès de sa femme Béatrice. Il devra travailler. Le couple est bien décidé à obtenir un jour la révision du procès. Je vous propose d'écouter Béatrice Le Prince que nous avons joint au téléphone ce matin. Pour lui, c'est assez lourd parce que comme il n'a pas pu faire reconnaître son innocence, la justice le considère comme coupable, quoi. Donc il est obligé de se soumettre à la loi, c'est la seule manière de sortir. Donc vous allez vous battre, vous continuez à vous battre pour la reconnaissance de l'innocence ? Pour lui, oui, parce que ne pas savoir qui a tué sa famille, c'est vraiment insupportable. Et savoir qu'il a été condamné injustement, sans aucune preuve, c'est intolérable, quoi. Alors c'est en 1994 que les faits se sont produits dans le village de Thorigné-sur-Dué, non loin de Conneré. Depuis 18 ans, une affaire aux nombreux rebondissements. Retour sur quelques éléments clés. Le 5 septembre 1994, Christian Le Prince, sa femme et 2 de ses enfants sont retrouvés morts, sauvagement assassinés dans leur maison de Thorigné-sur-Dué. Les soupçons se portent sur Dany Le Prince qui avoue le meurtre de son frère en garde à vue avant de se rétracter. Sa femme et sa fille, après différentes versions, accusent Dany Le Prince du quadruple meurtre. Celui qui est alors nommé le boucher de la Sarthe est condamné en 1997 à la réclusion criminelle à perpétuité par les assises du département. Des zones d'ombre sont mises au jour dans la presse et rapidement des comités de soutien contre-enquête, jusqu'en 2006 où une nouvelle instruction est ouverte. En 2010, la commission de révision libère Dany Le Prince en attendant l'avis de la Cour de cassation. Celle-ci refuse de réviser le procès. Le 6 avril 2011, Dany Le Prince retourne en prison. 1 an plus tard, la période de 20 ans de sûreté est levée, ouvrant la voie à la libération conditionnelle de Dany Le Prince. Et depuis le début, l'affaire n'a laissé aucun Sartois indifférent. À Thorigné-sur-Dué, à Conneré, cela fait 18 ans que l'on se pose des questions, que l'on vit au rythme de la justice et des rebondissements médiatiques de cette affaire. Aujourd'hui, pour la population, cette libération, c'est l'espoir d'un certain apaisement. Florent Clavel et Laure Girard. Pour le maire de Thorigné, la libération conditionnelle de Dany Le Prince signifie d'abord la fin du tumulte médiatique. J'étais voisin avec ces gens-là, donc c'était quand même assez difficile. Et c'est vrai que si on pouvait tourner la page une bonne fois pour toutes, ça serait une bonne chose. D'autres habitants affichent aussi leur satisfaction. Après 18 ans passés en prison et les errements de la justice, Dany Le Prince devait être fixé sur son sort. Je suis très très content. S'il peut être libéré, ça serait pas mal, quoi. Il a peut-être été condamné sans être coupable, peut-être. Hein. C'est conditionnel, naturellement. Et pour lui, c'est certainement une bonne chose. Tant mieux pour lui s'il est innocent. Après, voilà, j'espère que la justice rouvrira le dossier, ce qui n'est pas gagné, mais bon, tant mieux pour lui aujourd'hui. Au-delà de cette libération, beaucoup d'habitants réclament encore la vérité. La réponse, elle est où? On la cherche toujours, hein. Bon, si c'est pas lui, c'est regrettable, hein, ce monsieur-là. Il a fait 17 ans pour rien. Au cas où il serait coupable, il ne pourrait pas être tout seul, déjà. On ne tue pas 4 personnes tout seul. Hein. Les gens qui se font tuer, ils n'attendent pas leur tour. Hein. Dany Le Prince s'apprête à rejoindre son épouse, loin de la Sarthe. Selon les habitants, c'est une bonne chose pour le village, pour la famille et certainement pour lui-même.
Alors vous l'avez vu, hein, si l'on espère un certain apaisement dans la commune de Torigné-sur-Douai, ce n'est pas tout à fait le sentiment qui l'emporte chez notre invitée Christine Fournier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente de l'association pour la vérité rendue aux victimes du massacre de Torigné-sur-Douai. Cette fois-ci, je n'ai pas écorché le nom de l'association. Ancienne présidente aussi de l'association des Amis de Dany Le Prince. La libération conditionnelle annoncée aujourd'hui de Dany Le Prince, en fait, quelque part, ça ne change rien pour vous ni pour l'objet de cette association. Tout à fait, ça ne change strictement rien. On est ravis pour Dany, hein. C'est sûr qu'il est mieux dehors qu'enfermé à Melun. Maintenant, notre quête de vérité est toujours au même stade, quoi. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé, et le pourquoi, le comment, et ça ne change rien pour nous. Le combat est toujours le même et on continue. Alors on a appris hier hein, de la part de l'avocat de l'association que la plainte contre le procureur du Mans qui avait détruit un certain nombre de scellés était jugée irrecevable. Il y avait quand même quelques espoirs sur cette plainte. Il y a une seconde action qui est en cours, c'est une assignation de l'État pour faute lourde. En gros, la justice aurait été mal rendue. Vous avez espoir? C'est la dernière action pour laquelle il est possible de faire quelque chose? La dernière action, certainement pas. On attend, c'est reporté en novembre à la décision, donc on verra. Il y a un mémoire qui a été rédigé, et puis bon, le but c'est d'arriver vers une révision à nouveau. Et si cette plainte n'est pas acceptée, vous avez d'autres billes, vous avez d'autres moyens, parce que on va continuer de chercher. Ouais. Parce qu'on a vu déjà hein, ce qui s'était passé en 2010 et 2011 entre la commission de révision, la cour de révision, une libération, avec le sentiment pour beaucoup hein, que Dany Le Prince allait avoir un procès, un nouveau procès. Ça n'a pas été le cas. Les éléments nouveaux ne sont pas simples à trouver. C'est des années d'enquête. Vous pensez pouvoir en trouver aujourd'hui ? Dans le dossier lui-même, c'est vrai qu'on a vraiment fait le tour. Je ne dis pas qu'on ne trouvera pas un élément nouveau. Maintenant, c'est plus au niveau juridique, au niveau de tout ce qui est procédure. Donc c'est pour ça qu'on compte beaucoup sur Rémi Nougier, notre avocat, et sur Roland Agré aussi, pour nous donner un coup de main justement à trouver la faille. C'est sur la forme que vous allez plutôt attaquer le dossier maintenant ? Je pense que maintenant, ça sera plus sur la forme, oui. Dany Le Prince, vous le connaissez bien. Hein. Il a, selon vous, changé pendant son incarcération, mais c'est pas le plus important. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, il devrait parler ? Est-ce qu'il a tout dit et sinon, est-ce qu'il devrait parler ? Je ne pense pas qu'il ait tout dit. Ça, j'en suis quasiment certaine. Maintenant, ça le regarde, quoi. Je peux pas le juger, je peux pas le forcer à parler. Moi, je suis convaincue que même s'il n'a rien fait, il sait des choses. Ça, c'est sûr. Et c'est ce que Mme Anzani avait dit aussi, hein, qu'il savait certainement des choses. Mme Anzani, qui était la présidente de la commission de révision. Oui. Pourquoi ne parle-t-il pas alors ? Alors là, vous grand mystère. Bien, ouais. Je pense que c'est son caractère qui fait que c'est quelqu'un de très, très secret, très dur, donc pas facile à cerner. C'est un caractère qui vous a pas aidé et qui, dans cette histoire, qui ne l'a pas aidé lui-même, même peut-être. Non, je pense que ça l'a énormément desservi. Dès le procès, tout le monde a dit mais qu'est-ce que c'est que son comportement, cette façon de ne pas se défendre. Cette distance, vis-à-vis des choses. Voilà, il est détaché des choses. Donc c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, mais bon, chacun réagit à sa façon. Hein. Moi, je sais que le jour quand on était à la Cour de cassation et qu'il lui repassait les menottes. Moi, personnellement, dans cette situation-là, je pense que je n'aurais pas tendu les bras seulement pour reprendre les menottes. Je pense que j'aurais hurlé. Mais hurlé, n'ayant rien fait, je pense que je n'aurais pas accepté qu'on me réincarcère de cette façon. Donc c'est ce silence qui vous a choqué, c'est le terme, choqué ? Oui, ça me dérange, oui. Le fait aussi de jamais parler de sa famille qui lui manque, voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais bon, je vous dis, chaque être humain réagit à sa façon et on peut pas juger. Donc l'objet, vous, maintenant, aujourd'hui de votre combat, c'est pas tant la réhabilitation de Dany Le Prince que de découvrir la vérité. Oui, tout à fait. Une révision, un procès à nouveau, voilà. Chose pour laquelle on travaille depuis le début. Et donc c'est en novembre qu'on en saura un peu plus sur cette assignation de l'État, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce qui se passera en novembre ? On saura si l'assignation, si l'État est assigné, en fait. Voilà, ça va partir chez le procureur de la République et on verra après si on peut déboucher sur une révision. D'accord. Christine Fournier, je vous remercie beaucoup d'être passée dans ce journal. On ferme ce dossier par un sujet un peu plus léger, Michael. Oui, léger et plus gourmand même. Alexandre, je vous connais. Les 3 meilleurs apprentis pâtissiers de la région sont sartois. Le concours a eu lieu le 1er octobre dernier. Le premier de ces 3 lauréats participera au concours national à Marseille. C'est en attendant, nous les avons rencontrés au CFA du Mans. Les honneurs de la presse, c'est une première pour Antoine, Dimitri et Enzo.
Tous les trois sont arrivés sur le podium du concours de meilleurs apprentis de la région, spécialité pâtisserie. Médaille en poche, depuis le 1er octobre, ils ont repris leur cours au CFA du Mans. En tête, les souvenirs d'une compétition très formatrice. Je partais déjà pour faire tout ce qui était prévu, tout ce que j'avais préparé, donc le passer dans les temps, déjà pour moi c'était le principal. Puis deuxième place, on est toujours content, c'est pas mal. Toujours les concours, c'est de l'expérience en plus, c'est des coups de pression, savoir gérer la pression, tout ça. C'est de l'expérience pour les années après, pour monter son entreprise, tout ça, c'est bien. La première place, c'est Enzo qui l'a décroché. Et comme pour ses camarades, l'esprit de compétition est très aiguisé chez lui. En mars, il concourra pour le titre de meilleur apprenti de France. L'objectif, ça va être de gagner le titre. Il y aura du travail, beaucoup plus de travail, la marche est beaucoup plus haute. Mais quoi qu'il en soit, ça va me permettre d'apprendre encore plus. Et voilà, de m'ouvrir des portes, de côtoyer des gens aussi dans la profession, d'échanger. Et voilà, le but c'est le titre, après prendre du plaisir aussi. Une motivation à ce point chevillée au corps, ce n'est pas le cas de tous les apprentis du CFA, mais pour le patron des pâtissiers sartois, l'avenir semble radieux. C'est rassurant pour le métier, puisqu'il reste quand même encore quelques pâtissiers, et on voit que la relève est là, et j'en suis fier. De pâtissier à chocolatier, il n'y a qu'un pas. Cette année, les 3 anciens concurrents se retrouvent apprentis dans la même classe. Littérature avec le salon du livre qui approche à grands pas. Oui, c'est ce week-end. La 25e heure occupera dès vendredi le bas de la muraille du Mans, sur les bords du quai Louis Blanc. Rendez-vous de centaines d'auteurs avec leur public. Plus intimement, nous vous proposons ce soir le portrait de Gilles Bizien, un poète installé au Mans et qui vient de faire paraître son premier roman de science-fiction. Une rencontre de Lucille Cantet. C'est ici, au cœur du Vieux-Mans, que Gilles Bizien a imaginé et écrit son roman de science-fiction « Singularité ». Ni datée ni localisée, l'histoire se déroule dans un monde futuriste sous l'emprise d'un régime totalitaire. Traiter les sujets de science-fiction qui ont déjà été traités, ça ne m'intéressait pas. J'avais besoin d'avoir du champ, j'avais besoin que, au moins dans mes personnages, j'ai de l'originalité. Ces personnages hors du commun font vivre l'histoire, d'Idole le transsexuel à Gregory Back le psychopathe, en passant par Oscar Wilde. Gilles Bizien a choisi de construire son roman sur des héros marginaux. Mais au-delà de cette excentricité, le livre propose aussi une réflexion sur notre société. Il y a plusieurs niveaux de lecture dans ce roman. On peut le lire simplement, comme une histoire, mais il y a, à mon avis, il y a un second degré qui ouvre des portes sur les rapports humains. Les rapports humains lorsqu'ils sont confrontés au pouvoir. Ce roman est une première pour l'écrivain Manceau. L'auteur avait publié auparavant des recueils de poésie. Mais ce grand lecteur de fantastique et de science-fiction a décidé de relever le défi, écrire un vrai roman de science-fiction. Ses idées, il les a puisées dans ses rencontres et son quotidien. Lorsqu'on a une idée en tête, on l'associe assez rapidement à des situations, des personnages. Donc de fil en aiguille, il y a tout un processus imaginaire qui se met en place. À l'occasion de la 25e heure du livre ce week-end, Gilles Bizien viendra à la rencontre de ses lecteurs au stand de la librairie Tuard. Merci beaucoup Michael, on vous retrouve demain pour l'info. À noter que les médias et entrepreneurs et l'émission Les Infiltrés du dimanche seront intervertis la semaine prochaine. Restez avec nous dans un instant, la météo présentée par Romuald Besson, suivi de l'actu vue par les médias. Nous recevons aujourd'hui Laure Girard, journaliste à la rédaction d'LM TV, et Pierre-Jacques Provost, rédacteur en chef du magazine Profession Photographe. À tout de suite.